Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour et bienvenue à tous. Ici Alexandre sur Radio Balistique dans l'émission Standard. Cette émission vous est présentée par l'atelier de la poissonnerie, une association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. Nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour cette nouvelle saison, les derniers lundis de chaque mois à partir de 21h. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission Standard pour nous laisser vos commentaires, suggestions et autres partages. Standard. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevrons l'artiste peintre Solange Coutan ainsi que Élodie Breteau, comédienne et marionnettiste. Mais pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir Karine Sauter, comédienne et fondatrice de la Compagnie de la Femme Blanche. Bonjour Karine et bienvenue, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci, je suis ravie d'être là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, ce que tu fais ? Ouais, alors je suis Karine Sauter, je suis la créatrice de la Compagnie La Femme Blanche que j'ai créée à Marseille en 2008. J'ai débarqué dans le Berry en 2011 et puis depuis j'officie principalement dans le coin avec différentes compagnies ou avec la mienne. D'accord, et justement ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à arriver là où tu en es aujourd'hui ? J'étais à Marseille, j'avais des enfants et l'école municipale à Marseille c'est une véritable horreur. Donc je me suis dit que je pouvais pas laisser mes enfants là-dedans. Et puis avec leur père, on savait pas trop où partir, mais lui avait vécu dans le Berry quelque temps. On passait par là quand on montait en Bretagne dans la famille et du coup j'ai vu qu'il y avait quand même un réseau culturel assez important, il y avait de l'émulsion ici, donc je me suis dit allez on tente. Voilà. Et puis depuis je suis là. La tentation dure. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment fonctionne ta compagnie ? Ouais, ça va être bref. Ma compagnie, en gros, c'est moi qui m'en occupe. Donc, c'est une petite compagnie qui galère. Je me débrouille avec mes propres moyens. Là, j'essaye de me structurer, mais j'en parlais tout à l'heure, la structure, c'est pas trop mon fort. Donc, elle fonctionne, elle vivote, mais voilà, tant que j'arrive à m'exprimer de temps en temps, ça me va, en fait. Et puis là, j'embauche des gens sur un nouveau projet, donc va falloir que je grandisse un peu, ce qui m'angoisse beaucoup, mais bon, on va faire en sorte que... Vous êtes combien à peu près dans la compagnie ? Non, ça dépend des projets, en fait. C'est moi qui l'apporte, mais on fait une lecture de texte de Jean-Marc Rézère sur laquelle on est 5 maintenant. Le prochain projet qui s'appelle L'Argent, qui est avec un texte de Christophe Tarkos, on va être 4. Il y a Sophie Chafik qui intègre la compagnie pour la prod. Poste très important. Donc ça gravite, c'est pas très fixe tout ça. Ça bouge. Quand je fais des courts-métrages, on est 30. Quand je fais des lectures, je suis toute seule avec un livre. Ça dépend. Si je te parle de Marco Ferreri, ça te fait penser à quoi ? Ça me fait penser à Touche pas la femme blanche. D'où vient le nom de la compagnie ? Qu'est-ce qui fait que ça t'a touché Alors déjà, c'est le metteur en scène, le réalisateur. J'adore la satire. Donc Marco Ferreri était un réalisateur passionnant, satirique, qui avait des regards très justes sur l'humanité. Donc j'en ai vu plusieurs, malheureusement je ne les ai pas encore tous vus, ils sont de plus en plus difficiles à trouver. Mais voilà, Touche pas à la femme blanche, par exemple, où il situe la bataille de Little Big Horn, une des dernières batailles décisives de la conquête de l'Ouest, enfin de la formation des États-Unis, et il resitue ça dans le trou des Halles à Paris, qui est le quartier est en train de se faire détruire, enfin c'est... Il parle des appropriations de territoire par le gros capital. Évidemment, ça m'a parlé tout de suite, quoi. Donc,
Puis en plus, à l'époque, j'avais un copain algérien qui m'appelait sa femme blanche. Donc voilà, ça a fait plein de résonances. Et du coup, voilà, c'est devenu la femme blanche. Puis je trouve ça un peu bête, provocateur. Voilà, quand on me pose la question un peu sournoisement, je dis que c'est pour la suprématie. Voilà, tout en n'y croyant pas, évidemment. Et du coup, d'un côté plus professionnel, tu as une formation? Alors, j'ai décidé de faire du théâtre parce que je savais pas trop quoi faire et du coup j'ai atterri grâce à une annonce qu'il y avait dans un journal enfin genre Le Parisien, j'étais en banlieue parisienne à l'époque, donc j'ai fait bêtement l'école Florent, voilà. Il demande, il t'intègre à partir du moment où tu as un carnet de chèques, hein. Donc il a fallu financer, mais puis après Paris me plaisait pas du tout, l'ambiance parisienne ne me plaisait pas du tout. Donc je suis descendue à Marseille et là j'ai bossé avec des équipes qui sortaient des cadres. Donc, et là je me suis dit, il se passe quelque chose dès qu'on sort du cadre. Et du coup ça a été plus formateur pour moi quand j'ai atterri à l'école Florent, comme je ne connaissais rien de rien, j'étais allée 2 fois au théâtre dans ma vie, j'avais lu du Molière au collège comme tout le monde, mais j'étais une ignorante totale, donc j'avais de toute façon des choses à apprendre. Mais c'était dans un cadre bien donné, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, débarquer à Marseille, c'était un peu plus le tout et n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme. Ça fusionnait, ça fusait, pardon. Et du coup, ouais, là, c'était plus prenant, plus intéressant et plus formateur aussi. Voilà. Et du coup, si tu avais des conseils à donner pour les débutants? Soyez curieux, allez voir partout, ne vous arrêtez sur rien, écoutez-vous, vous, avant tout. Essayez de... on sait jamais, hein, pour de vrai, où on est vraiment, on est toujours en questionnement, mais recherchez-vous vous-même, essayez d'être sincère par rapport à ce que vous avez à dire. Et pas... soyez pas dans ce qu'on va vous demander de faire. Voilà, c'est à peu près mon seul conseil. D'accord. On peut te retrouver quelque part en ce moment? Alors, en ce moment, cet après-midi, on est à l'atelier de la poissonnerie. On est dimanche 6 mars. Je suis contente. Je fais l'ouverture de saison. Je suis ravie, franchement. Du coup, j'en profite pour faire la promo. Il y a plein de compagnies. Il va se passer plein de choses durant toute la saison de l'atelier, de toute façon. La compagnie reviendra le 17 avril avec des courts-métrages. Les 2 courts-métrages que j'ai écrits autoproduits. Et d'autres petites surprises que j'ai envie de montrer. Et je reviens ensuite le 15 mai, le 15 mai, avec la lecture On n'est pas plus con que des fleurs, qui est extraite des BD de Jean-Marc Reiser, qui est le papa de Gros Dégueulasse et Janine. Et puis qui a officié avec Harakiri, Nouvel Obs, Le Monde dans les années 60-70 et qui est d'une pertinence sur notre époque contemporaine. Ça a l'air vieux comme ça quand on dit ouais, années 60-70, ça n'a pas bougé quoi, la bêtise humaine est toujours là. Elle évolue pas, enfin elle est bien, c'est une grosse mémère bien installée dans son fauteuil. Donc ça marche. Ça marche toujours. Et puis, par rapport aux textes que je dis aujourd'hui, qui sont dans Reliquat Lidl, qui sont assez noirs, c'est une satire très noire, que je comprends, à laquelle j'adhère complètement, mais bon, qui peut être un peu lourde. Jean-Marc Reiser, c'est du léger, hein, c'est pertinent, mais ça fait du bien, ça dégage un peu, ça dégage les bronches. Et donc, quels sont tes projets Alors là, mon gros projet qui va être un travail de longue haleine, ça s'appelle L'Argent. C'est avec un texte de Christophe Tarkos, qui était un poète contemporain qui est mort en 2004, qui travaillait sur le flow, qui travaillait sur le mâche-mot. Et donc là, c'est un long texte de 40 pages qui parle d'argent. Il y a 296 fois le mot argent dans ce texte et 4 fois le mot anus.
Et voilà, je travaille avec un créateur sonore qui s'appelle Stéphane Fraudet. Le principe, c'est qu'on fasse une messe satanique à la gloire de l'argent pour que les gens, en sortant de ce spectacle, soient écœurés par cette matière. C'est vraiment mon fil conducteur quoi, sur ce spectacle-là. Et si tout va bien, on le sortira à l'automne 2003, mais je ne suis pas encore en mesure de te dire où ça sortira. Et puis j'ai un nouveau scénar qui me tient beaucoup à cœur, mais que faut que je trouve de la prod. Et alors ça, c'est vraiment un truc qui m'ennuie sévèrement. Donc ça va peut-être encore repasser par de l'autoproduction. Ça s'appelle La Charentaise. Et en gros, c'est sur la relation entre une gynécologue et sa patiente. Ce sera un très court métrage parce que j'ai pas envie de m'appesantir sur ce sujet, qui n'est pas très poétique. Voilà. En gros, c'est ça. On peut te retrouver où sur les réseaux sociaux ? Facebook. J'ai essayé Instagram cet après-midi. Je pense pas que ça va être trop bon, mais Facebook, La Femme Blanche. Voilà. Très bien. Sinon, j'ai mon pseudo Facebook, c'est Vaseline Cuniculus. Voilà. T'écris ça comment ? Vaseline comme Vaseline et Cuniculus. Je sais jamais s'il y a un ou deux N, mais je rassure tout le monde, ça veut dire lapin en latin. Lapin ou trou. Voilà, ça a donné le mot cuniculiculture, l'élevage des lapins. D'accord. Merci beaucoup, Karine. C'était un plaisir. De rien. Merci à vous de l'accueil et tout. Merci. Standard. Vous venez d'écouter Karine Sauter qui nous a présenté son travail. Dans un instant, nous recevrons la peintre Solange Coutan. Mais tout d'abord, une petite interlude musicale avec Bad Buddha et son titre Coraline. Those snakes are not made for you. Sometimes they have to die. They'll tear you apart and use you until it's too late to try. That's why you do come back, 'cause you see better with my eyes. But I see that hole needs cure, but you don't dare see through. Don't think you can find love, but it gets better with the time. But please just stay. As long as you're alive, it's easier to see. To flip the coin again, and I know it gets better. It's useless to freak out, but priceless when you win. Maybe we've come down to this to find out who we are. And you saw me falling so low. You saw me chasing down. It seems to me you don't know. You'd rather blame yourself. It's much easier to lie, and I know 'cause I did it too. Don't take me for a fool, and it gets better with time. But please, can you stay? As long as you're alive, it's easier to see. Flip the coin again, and I know it gets better. It's useless to freak out, but priceless when you win. Maybe we've come down to this to find out who we are. But don't think twice. If when you don't
Bonjour Solange, Bonjour. ravi de te recevoir dans l'émission Standard. Comment vas-tu? Je vais très bien, très heureuse de faire cette interview. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de qui tu es, d'où tu viens? Moi, je suis d'origine de la campagne. J'ai été élevée à la campagne, donc je suis été très tôt en contact avec la nature. Et je me rappelle passer du temps dans des noisetiers au bord de la mare. Bref, j'ai des souvenirs de campagne. Donc ça a toujours fait écho dans ma vie. Et puis ce que je fais aussi depuis l'enfance, c'est j'ai des souvenirs d'enfance où je peignais dans la cuisine, où je peignais des chevaux, des paquebots. Bref, je prenais des modèles dans des livres. Ça, c'est tous les souvenirs d'enfance et ça... Voilà, ça me nourrissait énormément déjà. Et puis, je pense que ça m'aidait à supporter la vie familiale qui n'était pas toujours évidente. Le dessin fait partie de ma vie depuis l'enfance. Ça m'a toujours aidé à me ressourcer, même après dans ma vie professionnelle. Lorsque j'étais infirmière, j'utilisais le dessin pendant mes week-ends ou les vacances. Où je m'entraînais, j'aimais bien faire des reproductions d'art primitif, donc d'art aborigène, africain, amérindien. Donc j'aimais bien chercher toujours des motifs différents et je fais beaucoup de reproductions à la peinture. Quand j'avais pas d'idée pour peindre, je faisais beaucoup de numéros d'art pour m'aider en fait compte à l'entraînement du mélange de peinture et à la précision du geste du pinceau. Et j'en parlais là avec un visiteur. Je me rends compte que j'ai acquis une dextérité, ce qui fait que quand je me suis mis à la peinture chinoise, c'était simple pour moi parce que j'avais le geste qui était déjà acquis. Et j'ai plus besoin maintenant d'avoir de croquis ou crayon avant, je fais tout en direct. Donc toute cette expérience d'apprentissage, d'entraînement dans les arts primitifs et les numéros d'art, même si ça paraît un petit peu... enfantin, mais si on prend le temps de le faire avec précision et en prenant le temps de pouvoir reproduire les peintures, c'est des actes très méticuleux. Voilà. Et comment appréhendes-tu donc ta peinture? Donc tout ce parcours d'apprentissage à travers les différents arts, je me suis remis à la peinture en 2010. Vraiment, où j'ai fait de la production. Et là, j'ai travaillé beaucoup la peinture intuitive pour gérer des émotions. C'est-à-dire que j'ai utilisé... En fait, c'est une émotion de colère qui m'a remis à la peinture. Une relation avec quelqu'un que je n'avais pas apprécié. Et je le remercie en même temps parce que ça m'a aidé à évacuer par la peinture la colère. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui se met facilement en colère, donc ça m'a permis de reconnaître ça. Et j'ai trouvé plein de pistes et plein de styles d'expression. J'ai utilisé le jet de peinture, j'ai utilisé le déchirement aussi de toile et de recoller. J'ai utilisé l'écriture, où j'écrivais sur le tableau et après je peignais pour écrire tous les mots qui pouvaient me passer par l'esprit et l'extérioriser en fin de compte sur une toile et après peindre par-dessus et en faire quelque chose de créatif. Donc ce parcours-là m'a beaucoup plu parce que ça m'a ouvert plein de pistes de création diverses. Donc ça, c'est à partir de 2010 où j'ai refait. Et après, j'ai eu un peu une pause. Tu travailles beaucoup à partir de tes rêves. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je pense que je suis quelqu'un qui était intuitif de nature, mais tout le monde est intuitif. Mais la sophrologie m'a permis vraiment de me recentrer et d'éveiller cette intuition. Donc, quand je peins quelque chose, je me mets dans un état de recueillement sur moi où je lâche prise et je me mets en respiration profonde et je m'ancre bien. Et je me laisse guider par la peinture. Et j'ai une idée à peu près, peut-être que je vais utiliser une couleur ou une technique, mais suivant les mélanges de couleurs ou suivant si je vais rajouter de l'eau, je vais pouvoir faire évoluer et expérimenter des choses. Mais je n'ai pas une intervention volontaire. Ça se fait comme si j'étais un peu en train de jouer avec la peinture et il y a des choses qui se passent. Donc parallèlement à ça, il se passe que oui, j'ai une activité de rêve assez intense
et je peux rêver de peinture. Et notamment, il y a un grand tableau que j'ai fait pendant le confinement, où j'étais dans cette attitude de recevoir et de me laisser guider par ce qui arrivait chaque jour. Je ne savais jamais ce que j'allais faire comme paysage. Et ça m'est arrivé plusieurs fois pendant que je faisais cette création de rêver la nuit, comme si je rentrais dans le tableau et qui me guidait vers où je devais plus ou moins aller. Le lendemain, j'avais des idées nouvelles. Donc les rêves alimentaient ce travail-là. Et par ailleurs, j'ai fait un voyage au Pérou où on utilisait nos rêves pour peindre. Donc ça a été un émerveillement parce que on accède à des rêves assez fantastiques et pouvoir les mettre en peinture. Donc à ce moment-là, moi je qualifierais plutôt ma peinture un peu pas naïve, mais très simple. Parce que c'est très difficile d'arriver à retracer les rêves, de les peindre. Mais l'émotion arrive à passer quand même dans la peinture, donc ça, je suis contente. Tu viens de nous parler du Pérou, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Donc le voyage au Pérou est venu suite à un rêve que j'ai fait au mois de novembre, où j'ai été réveillée en pleine nuit j'étais en rêve semi-éveillée, où j'avais l'information que je devais aller au Pérou faire un voyage initiatique au mois de mai 2014, sans savoir quel type de voyage initiatique. Donc j'ai fait des recherches sur les voyages initiatiques un peu énergétiques, sur les lieux. Il y a des lieux sacrés, des lieux historiques, et ces voyages ne me convenaient pas, disons le style et puis les prix également. Et donc, après, j'ai réussi à trouver, la démarche a été, comme je ne trouvais rien, je me suis positionnée, j'ai fait une relaxation, méditation, et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Et à ce moment-là, est venu, j'aime peindre depuis toujours. Donc, j'ai écrit école de peinture au Pérou, et je suis tombée sur l'école de Nií, qui est située en pleine forêt amazonienne, près d'Iquitos, et qui accueille des enfants de deux groupes d'âge, de 7, 8 ans et 9, 10 ans, qui viennent peindre 2 fois par semaine dans cette école. Donc, ils se déplacent en pirogue, parce qu'on peut accéder à ce lieu qu'en pirogue. Et les adolescents qui ont déjà fait un cursus depuis l'âge de 8 ans peignent tout seuls, ils sont autonomes et ils ont accès à l'école comme ils veulent. Voilà. Et à part le Pérou, tu as voyagé un peu à d'autres endroits? Aussi, j'ai voyagé en Inde. Je suis partie vers l'âge de 25 ans. J'avais pris un visa de 3 mois et j'y suis restée 5 mois. Donc mon départ, c'était de visiter et puis après de voir des lieux. J'ai commencé déjà à voir aussi des lieux de création. Il y avait des lieux qui accueillaient, où ils faisaient de l'art. Donc ils mélangeaient plusieurs arts, l'art théâtral, de la peinture. Donc ils peignaient avec des pigments naturels, notamment aussi avec le jaune d'œuf. Donc j'ai visité ces lieux-là. J'ai pu participer à des spectacles avec où ils se maquillaient avec des produits naturels. Et je suis restée 2 mois de plus parce que j'ai passé mon diplôme de yoga là-bas. Ce qui fait que ça a aidé après, moi, dans mon orientation professionnelle après, ça m'a aidé à choisir le yoga et la sophrologie, qui ont été après une spécialité dans ma vie professionnelle. Donc l'Inde, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'avais l'impression d'être comme chez moi. Et j'ai beaucoup aimé toute cette variété de couleurs au niveau même des habitations, mais aussi de la population. Les femmes sont très colorées dans leur habit. Et j'aimais bien aussi voir tout ce qui était musée, sculpture sur les sites, tous les sites sacrés, quoi. Donc la couleur fait partie de leur vie là-bas. Donc je crois que sans le savoir, ça commençait à pénétrer ou à intégrer dans mon parcours, à m'influencer, je pense. Et donc, de par tous ces voyages, tout ce que tu as connu, de par tout ça, aujourd'hui, tu travailles sur quel support, avec quelle texture, quels matériaux? Comme je suis
dans cette idée d'être peintre amateur, je suis toujours dans l'exigence de moi-même à chercher des choses. Donc j'essaye plein de choses. Je fais des peintures sur des calendriers, sur des supports publicitaires. Je peux faire un travail des fois sur des cagettes. Donc je suis toujours dans l'idée de chercher quelque chose parce que je dois toujours apprendre. Je suis un peu dans cette exigence-là. Et je travaille toujours en voyant ce que ça peut produire et comment ça peut fonctionner ou pas. Donc, il y a des échecs, mais en même temps, il y a des choses qui se mettent en place. Le support des plastiques publicitaires est très intéressant, qui m'a permis de faire des toiles de 2,10 m sur 1,30 m. Et là, ça a été assez passionnant de travailler sur le grand espace. Et donc aujourd'hui, on te retrouve à l'atelier de la poissonnerie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition, de cette expérience ? Donc c'est tout un cheminement. Après mon voyage au Pérou, j'avais créé un atelier chez moi en sous-sol. Ça s'appelait l'atelier de Solange. Et qui était une surface de 60 mètres carrés où je pouvais faire de la peinture et je pouvais aussi accueillir des gens qui faisaient un travail sur le bien-être et aussi sur l'expression. Et j'ai commencé à exposer dans mon atelier petit à petit et comme il y avait des retours assez positifs, j'ai commencé à acquérir un peu plus confiance dans le fait d'oser exposer, d'oser montrer. Et il y a tout un cheminement qui s'est fait, qui fait que l'année dernière, au mois d'août, j'ai commencé à prendre contact avec l'atelier pour pouvoir oser exposer parce que tous mes amis me disaient « mais il faut que tu oses exposer dans un lieu public plus grand que le tien ». Et quand Kelly m'a appelée, j'étais prête. Donc, c'était un très bel accompagnement parce qu'il y a l'appréhension de montrer son travail, mais il y a aussi l'appréhension de parler de soi, donc de parler de ses toiles. Et le fait de prendre du temps, je trouve que ce temps-là d'écriture est très important parce que ça permet de faire un recul sur le travail qu'on a fait. Et ça permet de se positionner et je trouve ça très instructif et très, très bon pour soi de faire ce travail écrit. Et Kelly a de très bons conseils par rapport à la rédaction, ça aide. Voilà. Tu viens de nous parler d'ateliers, t'en fais toujours ? Donc là, depuis le mois d'octobre, j'organise des ateliers pour enfants. Donc, soit... avant, les enfants venaient à l'atelier chez moi, mais comme je viens de vendre ma maison, on continue maintenant les ateliers à la poissonnerie. Donc, j'ai des enfants qui viennent tous les 15 jours. C'est des enfants de 2-3 ans. Après, j'ai des 4-5 ans et des 6-7-8 ans et de temps en temps des ados. Et suite à cette expérience, j'en ai parlé et donc maintenant, je vais intervenir aussi auprès des enfants de centres sociaux de Châteauroux. Donc, ce que je fais dans les ateliers, j'ai une autre pratique que je n'ai pas parlé tout à l'heure. Je ne fais pas que de la peinture. Quand je me balade, je glane pas mal de végétaux et je fais des collages et ça, je les fais avec les enfants. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont un autre regard après avec la nature. Et ça les rapproche vraiment ça les remet dans du concret, du réel. Et ça leur permet de pouvoir aussi travailler leur imagination. C'est-à-dire avec les éléments naturels, on peut transformer ou créer des paysages différents. Et ça, j'étais vraiment émerveillée de ce qu'ils ont pu créer déjà. J'aime bien ce jeu de création avec les enfants parce que je crois que je retrouve mon âme d'enfant et il y a cette joie de créer. Tu viens donc de nous parler de tes ateliers pour enfants. Est-ce que tu en fais pour d'autres publics ? Oui, je fais pour tous les âges, qu'on soit ado, jeune adulte, plus âgé, à la retraite. Donc, je m'adapte à tout type de personnes. Et donc, les ateliers pour adultes ont lieu sur réservation pendant tout le mois de mars, pendant le temps de l'exposition, où on prend rendez-vous. Et les ateliers ont lieu le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Donc, je peux faire en individuel ou on peut venir à 2, 3 avec des amis ou
on peut s'inscrire, il peut y avoir éventuellement quelqu'un d'autre. Donc là, je propose, en fait, quand je me mets à la disposition de la personne, je peux faire de la peinture intuitive, mais on peut faire du collage papier, du collage végétaux. Après, c'est suivant ce qui vient dans l'instant. Moi, je peux faire une proposition, la personne peut avoir envie de faire quelque chose. Il y a une dame qui m'a demandé de faire du collage tissu, donc je m'adapte aussi, j'ai des tas de morceaux de tissu. Donc l'idée, c'est de pouvoir de pouvoir faire l'expérience, de se mettre dans cette intuition de l'instant et de pouvoir créer. Et donc moi, je suis dans cet accompagnement-là. Et vraiment que la personne sente que tout est possible et qu'on n'est pas dans une attente de résultat, ni dans une attente de vouloir bien faire. L'idée, c'est de créer et de se sentir bien en créant et être dans cette joie, cette paix naturelle de l'instant. Voilà. Et après ça, est-ce que tu auras des ateliers et à quelle fréquence à peu près tu en fais? Donc moi, je souhaite continuer les ateliers. Au niveau de la poissonnerie, mais suivant la demande, on va créer peut-être des jours fixes pour pouvoir continuer cette expérience. Sinon, je n'aurai plus d'atelier à Déol, mais je pense en créer d'autres ailleurs. Pour l'instant, c'est en recherche. Donc moi, je prospecte auprès de différentes communes pour faire des ateliers, soit présentiels avec les enfants sur les lieux autour des communes voisines. Et puis parallèlement, j'aimerais bien pouvoir associer exposition et atelier. Donc je reste ouvert à toute proposition qui pourrait m'accueillir pour faire l'exposition et en même temps, je pourrais faire des ateliers avec les enfants et les adultes le temps de l'exposition. Et comment est-ce que tu caractériserais ton exposition actuelle? L'exposition est faite de plein de couleurs et plein de styles différents et avec des univers très variés. Donc ça peut être des univers de la nature peinte ou de la nature séchée, mais aussi la nature peinte à l'encre de Chine ou par des systèmes de collage papier. Donc le fait d'avoir créé différents univers dans ce lieu assez vaste de l'atelier et de la poissonnerie m'a permis de pouvoir mettre des ambiances différentes, ce qui fait que les visiteurs qui ont déjà regardé cette exposition m'ont fait des retours où ils se sentaient apaisés et vu la situation actuelle qu'on vit, ils trouvaient que c'était très lumineux de voir plein de couleurs et que ça leur faisait du bien leur être personnel. Et donc, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut participer à des ateliers ou... Donc, mon contact personnel, je ne suis pas encore bien inscrite encore sur les réseaux sociaux, donc je vais donner mes coordonnées personnelles. Donc, mon téléphone, c'est les 06 32 71 68 06 et mon adresse mail, c'est sol.coutan236@gmail.com. Donc ça, c'est pour les ateliers qui auront lieu en dehors du mois de mars. Donc pendant le mois de mars, il faut contacter pour les ateliers à la poissonnerie, il faut contacter Kelly au 06 50 69 64 80. Ben, merci beaucoup Solange. Merci. C'était un plaisir. Moi aussi. Standard. Vous venez d'écouter Solange Coutan qui nous a parlé de son art. Dans un instant, nous recevrons Elodie Breteau. Mais avant ça, c'est LVOE et son titre Tina.
Bonjour Elodie, ravi de te recevoir. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Alors pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter? Oui. Alors je suis Elodie Bourreteau du collectif Fa dièse. Je suis comédienne marionnettiste. Voilà, on a un collectif qui travaille sur et de la création de spectacles et des interventions en atelier ou en cours de théâtre et de marionnettes. Voilà, c'est une compagnie aussi qui aime mêler les arts, parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur, parce que ça me nourrit profondément d'aller à la rencontre d'autres façons de faire, même si au final, souvent, on raconte la même chose, mais on prend juste des chemins différents. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup mon travail. Dans chaque création, il y a toujours un mélange voilà, artistique, sauf un, mais sinon, ouais, tous les autres, oui. Voilà. Et quel est ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Moi, j'ai grandi dans un piano-bar. Un piano-bar où on avait quand même une jolie qualité musicale d'artistes qui venaient. Ma mère faisait vraiment une sélection. Alors au début, quand ça a ouvert, elle prenait ce qui passait, hein. Mais à l'époque, les bains-douches n'étaient pas encore ouverts d'ailleurs, donc en fait c'était la seule dans la région. Donc finalement, elle a été quand même assez vite demandée par les groupes qui essayaient de se faire connaître ou qui avaient envie de jouer. Donc dès tout petite, en fait, j'ai vraiment connu cette ambiance artistique et d'échanges autour du monde artistique. C'était pas que des gros spectacles, quoi. C'était vraiment des petites choses dans l'intime, mais avec toujours une qualité derrière. Ensuite, je montais à cheval quand j'étais gamine dans un petit club à la Motte-Feuilly, où il y a le château de la Motte-Feuilly. Et en fait, il montait un spectacle d'époque au théâtre. Et du coup, il cherchait une petite fille, cheveux longs, un peu rousse. Bingo, je passais par là. Voilà. Donc ça a été ma première expérience au théâtre. C'était pas du tout quelque chose qui m'allait au début, dans le sens où je le faisais parce que j'étais au milieu des chevaux et que c'était passionnant, mais pour moi, parler, c'était quelque chose de très angoissant. Donc en fait, la scène, réellement, après cette expérience-là, je l'ai surtout découvert via la danse, plutôt. On avait une petite compagnie, ma mère et une amie à elle avaient monté une petite compagnie pour les ados. Ça s'appelait Rock and Roll, et du coup on a monté pas mal de spectacles, et moi je faisais principalement de la danse. Et puis la prof de théâtre, donc l'amie de ma mère, je sais pas, elle avait dû repérer un truc, j'en sais rien, mais elle me boostait pour que je fasse des choses. Donc j'ai commencé en fait par les sketchs de Muriel Robin. C'était une torture pour moi au début. Alors j'adorais les sketchs de Muriel Robin, moi elle me fait mourir de rire cette nana, mais c'est être sur scène et parler, c'était une torture. Je détestais ma voix, ma mère m'avait bassiné toute mon enfance en disant que je chantais faux, j'aurais rêvé d'être une chanteuse, alors imagine le problème. Et donc voilà, du coup ça s'est un peu passé comme ça. Et puis en fait, du coup ça m'a toujours un peu suivie après. Au lycée, j'étais à l'atelier théâtre, et puis voilà, du coup j'ai voulu tenter des choses. Après le lycée à Paris, donc je suis montée faire une fac de théâtre à la Sorbonne, et très vite je me suis ennuyée parce que c'était très théorique. Donc je me suis incrustée dans des cours de pratique sous le conseil de mon prof de théâtre du lycée qui avait repris ses études aussi, et c'est comme ça que j'ai découvert la marionnette, qui pareil. En fait, tout ça à chaque fois arrivait un peu comme bon, je vais essayer, mais la marionnette, c'est vraiment arrivé comme un truc de bah ouais, ce sera toujours ça de prix comme expérience en fait, mais je pensais pas forcément m'en servir parce que je voulais surtout être comédienne initialement. Et dès la première création avec François Lazaro nous avait accompagnés après sur le projet qu'on avait fait, donc ça a été ma première création finalement. J'ai tout de suite mêlé en fait le théâtre et la marionnette, et lui c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup, donc finalement dans quasiment tous mes spectacles il y a toujours un mélange entre le comédien et la marionnette, parce que je trouve ça intéressant encore une fois de mélanger les arts, je pense que ça vient de là. Donc voilà, puis après j'ai fait une pause quand même pendant 10 ans, j'ai tout arrêté. C'était beaucoup trop angoissant pour moi ce métier-là, j'étais une jeune femme très angoissée, donc c'était beaucoup trop insécurisant comme métier, donc j'ai tout arrêté. Je suis devenue graphiste. Ça reste artistique mais beaucoup plus sécure. et puis je suis revenue dans la région, et en fait j'ai rencontré Jérôme Piatka, donc danseur et prof de danse au centre académique à Châteauroux, et j'ai pris un cours de danse. J'avais besoin de me renourrir quand même, et en fait c'est venu comme ça, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que ça faisait 10 ans que j'avais des marionnettes qui dormaient dans ma cave, que j'avais pas ouvert une seule fois pendant 10 ans. Et en fait, il y avait une marionnette qui ressemblait terriblement à Jérôme. Et il y a 10 ans, enfin 10 ans à ce moment-là,
je rêvais de monter un spectacle autour des textes de Duringer qui mêlait danse contemporaine et marionnette. Et il se trouve qu'en fait, là, tous les éléments étaient réunis. Alors, je suis arrivée vers Jérôme en lui disant « Tu sais pas, mais il y a 10 ans, c'était mon métier. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble ?» Et il a dit oui, et j'étais très contente. Et c'est là que tout est reparti après. Et tu me parlais que tu étais graphiste. C'est quelque chose que tu inclus encore aujourd'hui C'est quelque chose que j'inclus. Alors, par exemple, dans le spectacle Laisse-moi le jour, où il y a de la vidéo en live, je m'en suis servie, oui. Après, pour l'instant, ça me sert pas directement pendant les spectacles. Ça nourrit forcément mon rapport à la mise en scène et à la mise en espace, parce que la mise en page, c'est une histoire d'équilibre. Et autant quand j'étais graphiste, mon petit rapport que j'avais eu à la mise en scène m'aidait à la mise en page. Aujourd'hui, mon rapport que j'ai développé à la mise en page m'aide à la mise en scène. Oui, ça c'est sûr. Dans la gestion de l'espace, des équilibres, des couleurs, de la scéno. Dans tout ça, oui, ça me sert. Mais pour l'instant, pas directement. Si ce n'est bien sûr pour tous les dossiers. Oui. Et ça, c'est une aide précieuse, terrible. Est-ce que tu peux nous parler de ta compagnie Julenco ? Ouais, Julenco, en fait, quand j'ai fini mes études à Paris, je suis partie de Paris en disant plus jamais. C'était beaucoup trop angoissant. Même si c'est super Paris, bien sûr. Mais voilà, j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. J'étais très angoissée. C'est la période où j'étais très, très angoissée. Et donc, Julenco, en fait, ça a été mon tout premier projet de compagnie. J'étais en Charente. J'ai retrouvé ma prof, en fait, de toute petite, ma prof de théâtre qui habitait à côté de Cognac. Et voilà, et en fait, elle m'a demandé de faire un petit bout de truc avec une marionnette. Et puis, du coup, ça en a fait un début de spectacle qui s'appelait L'Entre-sieste comptée de Monsieur Jules. Monsieur Jules, c'est ma première vraie marionnette construite, on va dire. J'ai beaucoup d'affection pour le coup pour celle-ci. Et donc voilà, c'était un duo de clowns blancs et de marionnettes, ce spectacle initialement. Et puis de là sont arrivés un autre spectacle avec Noémie Larocque notamment, de clowns blancs aussi. J'aimais beaucoup le clown blanc à l'époque. Et donc voilà, du coup, c'était une petite compagnie qui a vécu 3 ans. Et puis est arrivée effectivement cette période où je me suis dit non mais en fait je crois que moi... c'est une passion, le théâtre, c'est pas du tout... Je peux pas en faire mon métier, c'est beaucoup trop stressant, c'est pas possible. Donc j'ai arrêté, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Futile et agréable ? Alors, Futile et agréable, c'est ce par quoi j'ai recommencé, on va dire, à faire des choses qui me plaisent. C'est-à-dire que quand j'étais graphiste, j'étais salariée, et puis j'ai eu un enfant, j'ai eu envie de passer plus de temps avec elle que ce que là je pouvais le faire en étant salariée, donc je me suis mise à mon compte. Donc initialement, il y a eu Carré Collé, qui était mon entreprise, auto-entreprise de graphisme. Et puis au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que le graphisme c'était très bien, mais qu'il y avait un rapport très... Il y avait c'était beaucoup de la réunionnite aiguë, et ça me convenait pas trop, et donc c'est à ce moment-là que l'histoire avec la marionnette de Jérôme et Jérôme est arrivée. C'est un peu tout ensemble. Donc j'ai réorienté mon projet Carré Collé en Futile et agréable, qui à la base était mélanger un peu de graphisme, un peu de théâtre, mais il n'y en avait pas beaucoup au début, et des podcasts. Je faisais des podcasts, je faisais quelques vidéos. J'avais envie de parler des choses belles de la vie, en fait. J'avais envie de mettre du positif dans la vie des gens. Il y a des gens qui font des choses sur des thèmes plus graves, et c'est très bien, ça existe. Moi, j'aime pas toujours être spectatrice de ce genre de choses. J'aime toujours qu'il y ait une lueur positive, même sur les sujets un peu graves à traiter. Donc Futile et agréable, c'était jouer sur ce rapport que, au travers de choses légères, on pouvait aborder des choses qui étaient peut-être pas si futiles que ça, mais qui dans tous les cas étaient agréables. Et Fa dièse, ça vient d'où ? Fa dièse, c'est la continuité de Futile et agréable. Futile et agréable, c'était mon auto-entreprise, donc on en a parlé tout à l'heure. Et en fait... à un moment donné, j'ai commencé à travailler avec des gens et du coup, il fallait qu'on se structure en association. Pour moi, ça avait plus de sens que ça reste que le nom soit Futile et agréable encore, mais Futile et agréable, ça avait été tellement quelque chose d'important dans ma vie que il se passait le ton du dessus en fait de Futile et agréable. Donc le Fa, c'est Futile et agréable, mais le ton du dessus. Voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça que le logo, par exemple, c'est FA majuscule
Voilà, point dièse, parce que... Après, alors souvent on me dit ouais, mais ça va faire très musique. Ben ouais, certainement. Et puis en même temps, ben... Effectivement, la musique est arrivée au moment où on a créé la compagnie, puisque c'était quand on travaillait sur Laisse-moi le jour avec Rémi Villeneuve, du coup, qui fait de la musique en live sur ce spectacle. Et voilà, en fait, la musique, c'est quelque chose qui me passionne tellement, mais en même temps ça me glace, en fait, parce que je trouve ça incroyable, le pouvoir qu'ont les musiciens de pouvoir improviser autour d'un instrument, et ces chanteurs qui arrivent à jouer avec leur voix, en fait, et les émotions. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Et du coup, quand j'ai bossé avec Rémi, j'avais très peur, en fait, de pas savoir le driver, de pas savoir... Et en fait, c'était fou, alors aussi parce que les indications que je lui donnais, moi, je lui donnais des couleurs, je lui donnais des sensations, et en fait, il a réussi à le retranscrire au travers de la musique. Donc ça m'a paru finalement facile de dialoguer avec lui et qu'il puisse mettre de la musique au service de mes spectacles, et je pense que du coup il n'y aura plus jamais de spectacle dans la compagnie qui n'auront pas de musique, en fait, parce que ça m'a... Enfin, dès qu'il se mettait à jouer, en fait, ça apporte tellement de choses, ça t'emmène, quoi. Donc voilà, Fa dièse, du coup, elle y porte bien son nom. Comment on devient marionnettiste? Concrètement, tu veux dire comment... Être marionnettiste, c'est se rendre disponible pour donner la vie à autre chose que son propre corps. Donc, c'est insuffler, c'est un souffle de vie, en fait, qu'on donne. Donc, du coup, ça veut dire que ça demande une prise de l'objet manipulé, quel qu'il soit, avec une certaine forme de fluidité pour qu'on ne voit pas tellement le moment où c'est un objet et ça devient un personnage. Donc ça demande, je pense, comment dire, en fait, c'est intéressant souvent sur les ateliers parce que des personnes qui sont très très extravagantes, par exemple, parfois c'est compliqué pour elles de se mettre au service d'eux. Par exemple, manipuler, c'est légèrement arrondir, en fait, son buste pour laisser la place au creux, comme un creux, en fait, devant soi. Et le fait de regarder uniquement cet objet fait qu'on oriente le regard du spectateur vers cet objet manipulé. Et donc souvent, en stage, ces personnes un peu extravagantes, elles vont manipuler, mais elles vont être hyper droites, puis elles vont regarder tout ce qui se passe. Et en fait, je leur dis à chaque fois, mais à partir du moment où tu lèves tes yeux, comme tu es forcément plus animé qu'un objet manipulé, alors forcément on te regarde toi, parce que le premier lien, en général, quand il y a la possibilité d'avoir le regard, c'est ça qu'on suit en premier, c'est la première chose qu'on regarde. Même parfois on nous regarde, on ne sait pas, et inconsciemment on se retourne vers ce regard-là. Donc en fait, si le regard du marionnettiste, il est tourné vers son objet manipulé, déjà c'est hyper important. Et puis après, il y a une fluidité dans le corps. Après, tout dépend des marionnettes, mais même une marionnette qui nous demande pas beaucoup de déplacement en tant que marionnettiste, la mise à disposition de son corps, elle est hyper importante. Le rythme qu'on va mettre en se déplaçant, c'est hyper important, sinon on voit que le marionnettiste. En ça, moi, je pense que mon école Jacques Lecoq, qui est très très basée sur le corps, m'a énormément aidée. Parce que du coup, je me rends compte en fait dans les ateliers que ça, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Autant on arrive assez vite à intégrer la posture, tu vois, sur table notamment, mais dès qu'il faut bouger, tu sais, il y a comme une limite. Souvent, je leur dis, mais en fait, oui, si tu te déplaces pas, forcément, quand tu déplaces ta main qui tient l'objet manipulé, il y a un moment où ça bloque, tu vois. Donc, comment tu vas accompagner ça pour anticiper? En fait, il y a toujours une histoire d'anticipation. C'est comme si tu faisais le travail d'un chien de non-voyant, en fait. Tu vois, tu dois tout anticiper pour que le périmètre de cette vie manipulée-là, elle soit... Et, tu vois, on voit que ça, quoi. Comment est-ce que tu appréhendes ton métier de marionnettiste et quelle place elles prennent, ces marionnettes, dans ton travail? Tu les considères comme des outils ou des membres de ton équipe? J'ai un lien affectif à ces marionnettes, c'est certain. Après, je suis pas du tout fétichiste, je suis pas... Donc c'est un mélange des deux, je dirais. Mais comme en fait, moi, mon corps, ma voix, quand je suis sur scène, c'est aussi un outil, mais qui a une âme aussi. Donc en fait, ça très vite dans ma formation notamment, et je remercie vraiment cette prof, Paola, qui un jour nous a dit, en faisant une remarque à quelqu'un en fait, qui l'a très mal pris,
lui ai dit, mais attends, quand je te fais un retour sur toi, sur ton travail, c'est sur ton outil de travail qui est ton corps à ce moment-là. Et si jamais vous détachez votre rapport à vous-même, ce que vous êtes, l'identité, et votre rapport au corps de travail, vous allez souffrir toute votre vie. Parce que quand tu fais de la mécanique et qu'on dit, ah bah là tu feras gaffe, t'as mal serré la roue, on n'est pas en train de faire une atteinte à ce que tu es, en fait. Et c'est très important de détacher les deux. Donc je pense que j'ai intégré ça tout de suite, qu'on venait pas me dire que j'étais une mauvaise personne quand on venait me réajuster. Et je crois du coup que je fais la même chose avec les marionnettes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affection, mais en même temps, voilà, tranquille, quoi. Tu vois, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle actuel qui va passer aujourd'hui ? Oui, alors Un air de grand jour, c'est un spectacle, du coup c'est le premier vraiment qui a joué au travers, alors même de Futile et Agréable. Celui-ci il a été créé encore au temps de Futile et Agréable puisque Fa dièse n'était pas encore mis en route. C'est un spectacle qui a été créé dans le cadre du prix Escapage. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand je me suis remis à ce métier, 10 ans après, c'est difficile de se retrouver légitime, de reprendre. C'était vraiment compliqué pour moi. Et en fait, j'avais monté une toute petite forme initialement et je ne connaissais pas les gens dans l'Indre qui potentiellement pouvaient diffuser, programmer des spectacles. Et j'ai juste envoyé un mail à la médiathèque de Châteauroux. Et il se trouve qu'elles sont venues et qu'elles ont beaucoup aimé cette petite forme qu'on avait montée et qu'elles m'ont du coup confié le spectacle du prix Escapage. Donc ça voulait dire que d'un coup, je savais que j'avais 20 dates, bim, qui tombaient. C'était incroyable, je me disais bon d'accord, ok. Sachant que je voulais pas forcément faire du jeune public à la base. Et en fait, du coup, ce spectacle est né, j'avais des bouquins. Donc c'était vraiment une commande, hein. À la base, c'est une commande, ce spectacle. Et il se trouve que tous les bouquins, enfin une grande partie, parlaient de la peur. Et parlaient du rapport aux histoires traditionnelles qu'on connaît pour les enfants, sur le loup, sur les ogres, sur tout ça. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de travailler sur un spectacle qui allait aborder pour les enfants le fait qu'ils avaient la possibilité, même quand ils ont peur, même quand ils se sentent pas à la hauteur, même quand ils pleurent en s'exprimant parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement, que c'était pas grave ça, qu'ils pouvaient quand même s'exprimer. Et que du coup, voilà, c'est un spectacle sur la confiance en soi au final, et sur la liberté de parole. Et du coup, ça dépoussière un peu, je pense, le rapport aux anciennes histoires. Enfin, à ce besoin toujours de mettre des loups qui font peur, des monstres qui mangent les enfants. Mais on revient sur ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que, il y en a à qui ça plaît, qu'il y ait des choses qui font peur. Moi, je trouve ça dommage que forcément un loup, ça doit manger des enfants. Je trouve ça dommage. Donc voilà, du coup, ça parle un peu de tout ça, quoi. T'en es venu comment à venir jouer à l'atelier de la poissonnerie ? La poissonnerie... Comment j'ai connu la poissonnerie ? Putain, c'est une bonne question. Comment j'ai connu la poissonnerie ? Parce qu'on a joué initialement, le premier projet qu'on a joué, c'est Chronique, le spectacle avec Jérôme. Franchement, une colle. Je sais pas comment j'en suis venue là, mais très vite j'ai vu que c'était un lieu qui pouvait accueillir des spectacles et faire des choses. Donc on a eu un projet pendant un temps qui a pas pu se mener au bout du coup parce qu'il y a eu le Covid. Mais je devais terminer mon année du labo du jeudi, c'était un atelier théâtre avec des ados adultes. J'avais commencé la saison à la Maisonnette d'Equinox et je devais finir ici. Je crois que c'est comme ça qu'on a commencé. Ouais, c'est comme ça. C'est en cherchant un lieu, exactement. C'est en cherchant un lieu pour donner mes ateliers en centre-ville, parce que du coup, j'avais envie de me rapprocher du centre-ville. Et voilà, et du coup, c'est un lieu qui a une pluridisciplinarité, encore une fois, que je trouve intéressante. Et puis moi, j'aime bien les lieux qui sont pas forcément des théâtres aussi, parce que ça raconte autre chose. Chronique, principalement, est celui qui on l'a joué en extérieur, c'était super, mais je l'imaginais très très bien dans la salle ici, parce que du coup c'est un spectacle autour d'une répétition, tu vois, donc du coup c'est cool, donc voilà. Tu viens de parler d'atelier, t'en fais beaucoup, tu fais quoi ? Ouais, disons que quand j'ai commencé, principalement il y avait quand même des interventions, ça s'est beaucoup développé l'année dernière,
parce que il n'y avait pas grand chose d'autre qui pouvait se faire. Du coup, cette année, c'était une année un peu transitoire, donc il y en avait encore beaucoup. Alors, c'est quelque chose qui toujours a nourri ma créativité aussi, et la transmission, je trouve ça génial, tant pour ceux qui reçoivent que pour ceux qui donnent. Ça nous nourrit tous. Mais là, j'en ai beaucoup, en fait. Donc, l'année prochaine, on va dédoubler un peu les choses. On a Thomas, qui est un comédien qui vient d'intégrer le collectif pour la prochaine création, qui du coup va prendre une partie de mes ateliers pour que moi je puisse me reconsacrer aussi un peu plus à la création. Oui. Et quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir, cette année 2022, on va dire jusqu'à juin 2022, est principalement consacrée à de très beaux projets d'atelier, justement, de construction de marionnettes avec des finalités plutôt intéressantes. Mais surtout de résidences, en fait, où on fait les créations lumière des spectacles, donc chroniques, et celui qui joue là, qui du coup a eu une résidence lumière aussi. Donc ça, c'était principalement notre souhait, parce qu'on savait qu'en diffusion, on prend 2 ans de retard, donc on avait peu de possibilités de jouer. Au final, on a quand même pas mal de dates à venir au printemps. Et puis, dès septembre, enfin dès cet été déjà, on commence la prochaine création, donc qui s'appellera The Place to Be ou Comment être un pédlicorne. Titre de moins en moins provisoire, entre parenthèses. C'est un spectacle qui va parler de la place de chacun, la place qu'on souhaite avoir, celle qu'on pense prendre, celle qu'on nous impose, voilà. C'est un spectacle qui sera interactif, tant visuellement que sonorement, où on souhaite que la fin du spectacle appartienne aux spectateurs, parce qu'on veut vraiment travailler sur ce rapport-là. Donc on a beaucoup de chance, parce que pour ce spectacle, on est coproduit par le Théâtre d'Issoudun, le Centre Albert Camus, on est coproduit par la MJCS de La Châtre. On va être accueillis dans des résidences au 37e parallèle, j'en oublie certainement, au Théâtre de la Carrosserie Meignier, et puis au Préambule à Barou. Donc on va circuler dans la région, et ça on est très contents, parce que du coup on va rencontrer des gens, on va pouvoir montrer notre travail, et puis c'est une création qui me tient vraiment à cœur, qui est un peu un défi pour moi. Non, t'inquiète. C'est un défi pour moi, en fait, parce que on va être 5 au plateau. Je vais jouer dedans encore. Ça, c'est encore difficile à chaque fois. Parce que parfois, j'aimerais faire que de la mise en scène. Et puis là, sur celui-là, vraiment, j'avais dit au gars, non, mais moi, je suis en mise en scène. Ils m'ont dit, non, mais joue aussi. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve à jouer et mettre en scène. Et en même temps, c'est un défi que j'aime bien. Parce que du coup, je sais pas, il y a une façon de faire qui me plaît bien là-dedans. Bref, donc du coup, on sera 5 au plateau, avec de la régie au plateau aussi. On sera 6 en vrai, puisqu'on aura Théo qui fera la régie lumière, mais pas au plateau. Et voilà, donc du coup, on va être très pris par ce spectacle à venir. On a aussi un beau projet avec le département qui vient de tomber, qui est un dispositif qu'ils mettent en place, qui s'appelle, je crois, Marionnettes en collège. Donc en fait, je vais intervenir dans des collèges du département pour faire une journée à la découverte de la marionnette. Donc là, je suis en train de construire une 30aine de marionnettes de travail, en fait, qui pourra me servir après pour 1 milliard d'ateliers. Donc il y aura des marionnettes sur table, des marionnettes sacs, des marionnettes à taille humaine, des marionnettes portées, enfin voilà, tout un type de manipulation. Et je suis très contente, je suis très excitée de passer quelques semaines là dans l'atelier, à construire et à voir ces petites vies qui apparaissent là. Ça, par contre, c'est vraiment hyper agréable. Voilà. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de faire les choses pour lui. En tous les cas, enfin, je lui dirais, pas pour lui directement, pour lui oui, mais je lui dirais de faire des choses qui l'animent, surtout. Et que oui, c'est important que quand ça nous anime, ça puisse être lu par ceux qui vont nous voir, peu importe quelle forme artistique. Ouais, je dirais ça, et je lui dirais de croire en lui, surtout de croire en lui, et de prendre le temps aussi, de pas aller trop vite. Je crois que moi, d'avoir repris quand j'ai repris, j'avais 30 ans,
j'avais plus besoin de plaire aux gens. Bien sûr que c'est agréable quand on a des bons retours, mais c'était plus mon moteur de plaire aux gens. Alors du coup, je pense que c'était beaucoup plus fluide en moi et ça changeait complètement mon amorce des choses, mon approche des choses. Si ça plaît pas, ça me démonte pas en fait. Donc je crois que ça c'est important. Voilà. T'en es où de ton projet de devenir végétarienne? Si tu me poses cette question, c'est que je pense que tu as l'information que le saucisson c'est la vie. Et que du coup c'est pas possible. C'est pas possible, c'est temporairement possible. Ça arrive. Mais il y a toujours un morceau de saucisson qui traîne dans mon frigo. Parce que c'est la vie. Ouais, sinon, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook principalement. On a une petite chaîne YouTube qui reprend quelques teasers, des choses comme ça. On a un site internet que, quand même, on met plutôt à jour. Donc c'est www.fa-diez.fr. Voilà, et puis après, on peut me retrouver partout où on joue. Moi, j'aime parler avec les gens, donc faut surtout qu'ils viennent et qu'on parle, ça c'est important. T'as les liens sur ton site pour les réseaux sociaux? Ouais, il y a tout. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir. Standard. Et donc, à l'instant, vous venez d'écouter Élodie Breteau qui nous a parlé de son travail autour des marionnettes. Et pour rappel, pour ce trio de portraits, nous étions aussi accompagnés de Karine Sauter, fondatrice de la Compagnie de la Femme Blanche, ainsi que de l'artiste peintre Solange Coutan, dont vous pouvez retrouver les œuvres au sein de l'Atelier de la Poissonnerie jusqu'au 3 avril. Ainsi, nous, membres de l'équipe de l'Atelier de la Poissonnerie, tenons à les remercier toutes les trois pour le temps qu'elles nous ont donné pour cette émission. Mais aussi vous, auditeurs de Standard, pour votre fidélité. Et c'est sur ces derniers mots que je vous donne rendez-vous le lundi 25 avril pour notre prochaine émission sur Radio Balistique. Au revoir. Standard, une émission présentée par l'Atelier de la Poissonnerie.